un invité dans ce grand débat. Bonsoir Michel Biroux. Bonsoir Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Patron de Lidl en France, vous êtes venu avec vos prospectus, c'est très bien, on va parler de la pub tout à l'heure, on va parler de l'inflation évidemment. Mais donc, d'abord, et vous nous direz dans une seconde ce que vous pensez de cette shrinkflation ou shrinkflation. Je rappelle ce que ça veut dire. Shrink, c'est réduire en anglais. On réduit la taille d'un produit, son poids, son volume, tout en augmentant son prix. Lisa Def est avec nous. Les éclaireurs, c'est tout de suite. Lisa, vous avez pour nous la liste, je le disais, assez longue de ces produits que BFM révèle ce soir, révèle aujourd'hui, de ces produits, j'allais dire victimes, mais ce n'est pas vraiment des victimes, qui ont été shrinkflattés. Les produits shrinkflattés, j'aime beaucoup l'expression, voilà. Maxime. Ça veut dire qu'en gros, si pendant des années, les distributeurs achètent aux industriels un paquet de chips à 2 €, un paquet de 500 grammes, là, il y aura moins de contenu, il y aura moins de 500 grammes et ça coûtera plus cher. Et les industriels font souvent cette opération au moment d'un changement de packaging parce que nouvelle image, nouveau grammage, ni vu ni connu. La preuve par l'image. Regardez ces rochers Toblerone avant. Après, voilà, je pense que c'est assez flagrant. Donc on a retiré des petites pyramides. On a retiré des petites pyramides et on les a espacées. Voilà. Donc globalement, il y a quand même moins de chocolat et c'est pas le seul produit sur lequel c'est assez flagrant. Écoutez. Dernièrement, les espaces entre les pyramides Toblerone ont grandi. Le prix a augmenté, mais vous avez moins de chocolat. Plusieurs marques de chewing-gum ont remplacé un chewing-gum par un emplacement pour tenir la plaquette, résolvant un problème qui n'en était pas un. Évidemment, ils font ça pour vendre moins de chewing-gum pour le même prix. Et puis il y a les Pringles, qui sont désormais plus petits. Les tubes font la même taille, mais les chips à l'intérieur sont plus petites. Sans parler de la crème à l'intérieur des Oreos, qui ne va plus jusqu'au bord du biscuit, ce qui fait économiser à la marque pas mal d'argent. C'est presque risible. On va en parler, c'est presque risible. Le consommateur, lui, achète moins de produits, plus de vide, on va dire, pour le même prix, voire pour plus cher, Lisa. C'est ça, et c'est là que tout se joue, notamment sur les marges. Il y a forcément quelqu'un qui y perd. L'enquête BFM TV vous révèle aujourd'hui des exemples édifiants de produits que vous avez très certainement dans vos placards ou dans votre frigidaire. Regardez ce paquet de chips Lay's, par exemple. Il perd 15 grammes, mais il prend 15 centimes. Autre exemple, les croquettes pour chiens de la marque Pédigré. Tout le monde n'a pas d'animal de compagnie, mais c'est vraiment l'exemple le plus parlant. Regardez, il passe de 10 à 7 kilos. Et alors, pour 3 kilos de moins, c'est 8,23 € de plus. Et accrochez-vous au kilo pour les croquettes, c'est plus 113% au total. Même le rayon hygiène est touché. Les couches pour bébé, par exemple. Pampers s'enlève 3 couches du paquet, mais le vend 3,28 € plus cher. Chaque couche revient donc 10 centimes plus cher. Et enfin, un dernier exemple, l'hygiène de la maison n'est pas épargnée. Le spray anti-calcaire de la marque Antical, on passe de 700 ml à 500 ml. Pourtant, le prix augmente, c'est plus 39 centimes. Les industriels ont le droit de faire ça ? Oui, les industriels ont le droit tant que le grammage ou le poids est inscrit sur l'emballage. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas une fraude, ni une pratique commerciale trompeuse, puisque les informations sont inscrites noir sur blanc sur l'emballage. Mais la semaine dernière, quand même, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a qualifié cette pratique, regardez, trompeuse et abusive. Effectivement, merci Lisa Def pour ces révélations. On en a moins pour plus cher. Votre réaction, Michel Biroux, ce soir ? C'est sidérant. Après, c'est pas nouveau pour nous les enseignes. Je veux dire, on connaît ça, même si chez nous, Lidl, on a très peu, vous le savez, de marques nationales, donc on est très peu confronté à ce genre de problème. Et quand on l'est, c'est arrivé, c'est un no-go. Enfin, on n'accepte pas. Je préfère stopper le produit. Vous n'acceptez pas ? Ah non, je préfère stopper le produit plutôt que d'accepter ce que vous appelez la shrinkflation. Oui. C'est juste pas pensable pour les consommateurs. C'est du vol qualifié, quoi. Pour vous, c'est du vol ? Ah bah clairement. C'est une forme d'arnaque. On peut, si vous voulez, en temps d'inflation, nous, sur nos marques de distributeurs, on peut aussi réduire le grammage. Je prends un exemple concret. On vendait il y a encore un an des cuisses de poulet en barquette de 1 kg. Aujourd'hui, je les propose en 500 grammes. Par contre, quand je vendais il y a un an 10 € du kilo, je vends aujourd'hui 5 € du kilo. Pardon, 5 € la barquette. Toujours 10 € du kilo. Oui, pardon, le prix n'a pas bougé. Le prix n'a pas bougé. C'est la désinflation spectaculaire. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour que le prix facial soit plus attractif pour le consommateur. Parce que quand on voit un prix facial en rayon de 10 €, ça n'incite pas à aller l'acheter. Donc, mais là, on ne parle pas de la shrinkflation, on parle tout simplement d'une diminution. Oui, là, c'est pas la même chose. C'est pas du tout Juste la une même chose, vous dites, on a l'habitude, etc.
Et quand on est confronté à un cas de shrinkflation, c'est un no-go, c'est l'expression que vous employez. On n'y va pas, on ne prend pas. Il y a juste une chose. Je reviens sur l'exemple que donnait à l'instant Lisa Adef. Je ne sais pas si vous en vendez, mais le pédigré, bon, vous ne vendez pas, mais on a des sacs, on avait des sacs de 10 kilos. Le sac de 10 kilos est passé à 7 kilos et il est vendu plus cher désormais que le sac précédent. Quand on a cet exemple-là, pédigré, c'est Mars. En France, il y a 2 groupes qui se partagent 80% du marché de l'alimentation pour les animaux. Comment est-ce que vous, tout costaud que vous êtes, parce que vous êtes Lidl, comment est-ce que vous pouvez résister face à des géants comme ça s'ils veulent vous imposer ça ? Mais moi, j'ai un modèle différent des autres. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de vendre pédigré. Je vends ma marque de distributeur qui s'appelle Koshida pour les chats ou Orlando pour les chiens. Hop, Voilà. un peu de pub au passage. Non, mais bon, mais c'est la réalité. Et donc, je ne pratique pas ce genre de choses. On n'est pas du tout dans le même modèle. Et encore une fois, si pédigré, je vends des pédigris qu'on me propose ça, parce que souvent, ils viennent vous dire, on a une bonne nouvelle. Il n'y a pas de hausse. Par contre, ils oublient de nous dire qu'il y a une baisse de grammage. Donc, bien sûr que c'est une hausse. Mais attendez, est-ce que vous pouvez me passer votre... Il y a quand même dans votre catalogue, il y a des produits de marque. Mais bien sûr. On a du Fleury Michon ici. Ouais. Qu'est-ce que je vais trouver ? Évidemment, je n'ai pas en trouvé beaucoup. C'est le principe de chez Lidl. On a des yaourts la laitière. Si, vous allez en trouver, on a des produits, on a des curlis, etc. Vous êtes quand même confronté à ces marques-là. Non, mais tout le monde ne le pratique pas. Et encore une fois, si demain on me le propose, j'ai le droit, je suis en droit de le refuser. Et je peux ne pas accepter d'acheter le produit à ce fournisseur. J'avais une question pour vous, parce que je n'ai pas vu la liste de ces produits que vous vous êtes procurés. Est-ce qu'on parle uniquement de groupes internationaux américains ? On a vu de Mars, Unilever, de Pampers, etc. C'est une bonne question. Là, en l'occurrence, effectivement, il y a un peu plus de 100 produits. Et puis, on a vu un reportage d'une chaîne anglo-saxonne. Donc, je me demandais, est-ce que c'est une décision qui est prise ailleurs, qui se décline, parce qu'on sait que ce sont des groupes qui vendent sur tous les marchés internationaux. Donc, voilà, ça concerne qui, en fait ? C'est pas la PME française. Là, en qui va l'occurrence, jouer, ce sont des gros groupes. Ce sont des gros groupes. Bien évidemment, c'est des multinationales. Les mêmes multinationales qui refusent aujourd'hui de venir à la table des négos. On va en reparler, évidemment. Bien sûr. On voit que ça touche tous les marchés, en fait. Pas seulement les marchés européens. Absolument. Hélène. Oui, moi ça me met un peu mal à l'aise, ces histoires, parce qu'en fait, on a l'impression que derrière ces histoires de marge, il y a une guerre commerciale féroce entre les marques nationales et les marques distributeurs. Pendant longtemps, les marques nationales, c'était des produits d'appel, donc globalement, les distributeurs reniaient leurs marges pour les avoir pas trop chères dans les magasins. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que ça a complètement changé. Les distributeurs misent sur leurs marques, et donc du coup, allons-y, tapons nos concurrents qui sont aussi les marques nationales. Donc ça me met un peu... Moi, ça me met mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que là, on est à la fois distributeur et concurrent, et qu'on sait plus trop qui nous parle. Et vous concernant, donc vous ayant moins de marques distributeurs, donc pensez-vous... moins de marques nationales. Moins de marques nationales, pardon, excusez-moi, lapsus. Ayant essentiellement vos marques distributeurs, qu'en pensez-vous de cette stratégie ? Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Les marques nationales, c'est si on prend l'Association nationale des industriels agroalimentaires, l'ANIA. Qu'on a invité ce soir. 17 000. Vous ne pouvez pas être là. D'accord. C'est 17 000 entreprises. Ce ne sont pas que des multinationales. Donc il y a aussi de magnifiques PME françaises qui font de très belles marques en France et qui ne sont pas dans ce genre de choses. Par contre, après, vous avez les 75 par exemple, mais une centaine de multinationales, d'accord, qui eux sont pour la plupart des entreprises qui font 90% ou plus de leur business en dehors des frontières françaises. Donc voilà. Vous voulez pas taper sur vos copains distributeurs, mais qui ont un pied dans chaque sabot en disant, nous à la fois on a nos marques distributeurs et en même temps on critique la politique. Je ne suis pas contre les marques nationales. J'en vends et j'en consomme. Donc je ne suis pas contre. Je dis juste que les multinationales de ce pays devraient être un petit peu plus transparents. Ils sont dans l'opacité totale. Quand vous demandez de renégocier avec un industriel, une multinationale, il ne vous répond pas au téléphone, il ne vous répond pas au courrier. Tout ce qu'on demande, c'est juste un peu de transparence, qu'ils viennent vous expliquer pourquoi il ne peut pas baisser un prix. Parce que quand ils viennent nous demander des hausses, ils nous trouvent. C'est juste ça que je reproche. Une question peut-être qui est naïve, mais j'imagine que l'ensemble des chaînes, des distributeurs, vous êtes quand même très puissants si vous vous liguez. Il n'y a pas moyen de mettre un minimum la pression. Enfin, ça paraît naïf quand même, mais je trouve ça quand même bizarre. Vous représentez des milliards d'euros, rien que Lidl.
vous êtes un des gros employeurs, vous avez l'oreille de l'État. Je trouve ça quand même curieux que vous n'arriviez pas à obtenir, quitte à déréférencer. La phrase de Coluche, il suffirait de pas lâcher pour que ça se vende plus. Donc ça, vous n'avez pas ce levier-là. Mais par contre, vous avez la possibilité de dire, OK, vous vendez pas Pédigré, vous, mais ça, on le référence plus, c'est mort. Et ne serait-ce que ce levier-là, on le comprendrait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a cette possibilité. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples de concurrents qui ont chips ou autres, il y en a plein, quoi. Qui ont stoppé des référencements, qui ont déréférencé des produits pour des raisons soit de négociation, soit de shrinkflation. Je reviens à l'intitulé du grand débat au départ de ce soir. Faut-il boycotter ces marques qui abusent? Est-ce que ça peut... Vous dites oui, Christophe Barbier. Bien sûr. Chérie, j'ai rétréci les courses. C'est un gros mauvais film. Donc il faut boycotter. Alors il y a un premier rideau de boycott, c'est vous, parce que vous les connaissez, et vous dites, attendez, non là, le même prix, mais pour moins de grammes, je prends pas, je déréférence. Et puis il y a les associations de consommateurs qui peuvent d'abord inciter à la prudence, regardez bien l'étiquette au kilo, l'étiquette au litre, et puis qui après peuvent mener des actions pour dire, ce produit-là, ce fabricant-là, il est dans une démarche qui est trop déloyale, il se moque trop de nous. Donc on boycotte. On boycotte. Les glaces qui s'appellent Magnum et qui devraient s'appeler Minimum, il faut les boycotter. Il les prépare pendant toute la journée, Christophe Barbier. Boycott si le prix au kilo s'avère être plus élevé au final dans ces paquets tronqués. Ah mais pardon, là les exemples qu'on vous a... Ouais. Non, attendez, tous les exemples qu'on vous a donnés, ce sont précisément des exemples où le produit, à la fin, se retrouve plus cher au kilo. Oui, que le même. Mais simplement, est-ce qu'il est toujours plus cher que son concurrent? Parce qu'on parle quand même de... Ah oui, bien sûr, que son concurrent, bien sûr. Alors, chacun après ils peuvent l'expliquer, ils peuvent très bien mettre sur le paquet nouvelle recette, nouveau format, et expliquer aux consommateurs qu'ils ont baissé le au-delà du bashing, parce qu'on est d'accord, c'est d'un cynisme achevé. Maintenant, pour rétablir aussi les distributeurs n'ont pas été blanc-bleu. On se souvient que Carrefour, au premier semestre, a confortablement lui aussi profiter de la période pour augmenter ses marges. Et alors ça révèle aussi un problème plus large pour ces marques nationales par rapport aux distributeurs, c'est qu'en période d'inflation, on a vu une perte de volume, une perte de vente. Les gens font des arbitrages et se détournent sur les produits de marques distributeurs dont les ventes se sont envolées, plus 7%, moins 5% pour les autres. Et là, elles se retrouvent confrontées à un vrai casse-tête. Elles doivent baisser leur prix, on le leur demande parce que les prix explosent. Elles peuvent pas nécessairement le faire sur tous les produits. Et pourtant, si elles le font pas, elles se font tailler des croupières et piquer des parts de marché par les distributeurs. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles trichent. Voilà. Ouais, c'est un peu facile. Sans doute, c'est un peu facile. Ouais, mais c'est un peu facile quand même. Moi, Dans la tête. Non, mais c'est bien la défense de la grande industrie par Géraldine Non, je ne Mosner. défends pas, j'explique. Et après, alors, évidemment, je les achèterai pas. Je trouve ça évidemment scandaleux. Mais avouons aussi que c'est pas du tout la première fois. Non, bien sûr. C'est un grand classique, ça, de passer le paquet de pâtes de 500 grammes à 484 oui, mais grammes. alors ce qui a changé précisément, Michel Biérot, c'est que jusqu'à maintenant, ceux qui luttaient et qui dénonçaient la shrinkflation, c'était les associations de consommateurs essentiellement. Là, on a un tir groupé de la part de la grande distribution pour venir nous dire « Ah, c'est scandaleux, etc. » Pourquoi vous n'avez rien dit ces dernières années, toutes et tous? Alors, c'est pas moi qui ai levé le doigt. Moi, je réponds à vos questions, qu'on soit clair. Parce que je n'ai que 10% de marques, parce que je consomme des marques, je le répète, et je vends des marques. Donc moi, vous avez les moyens. Vous avez les moyens, vous consommez des marques avec la tout le hausse. monde autour de Vous la avez table, les moyens. vous ne consommez pas de marque. Peu. Vous seriez étonné. Mais j'ai de la sympathie pour vous. Vous avez travaillé pour Bernard Loiseau, rien que ça vous rend sympathie. Tout le monde. Ah bon? Bien informé. Mais bien sûr. Tout le monde consomme des marques, et je pense qu'il ne faut pas boycotter les marques parce que on a besoin des marques. Moi, ce que je leur demande, Qui? Vous ou nous? mais tout le monde, on a besoin des marques. C'est les marques qui font. C'est le sel de la vie, c'est la couleur de la vie. Non, mais et de la c'est juste consommation. que c'est la France quand même. Il y a des pays où les marques, ils s'en fichent. Les Pays-Bas, l'Allemagne, c'est pas, ils veulent un bon produit à un bon prix. Chez nous, si on n'a pas un fameux soda, c'est un drame. On perd des millions, pour répondre à votre question de tout à l'heure, on perd des millions d'euros par semaine si on n'a pas ce produit-là, parce que le consommateur le demande. On boycotte juste les marques déloyales. Ça c'est pas correct. Voilà. Mais encore, ils peuvent changer. Et je pense que s'ils font un effort sur leur packaging, en expliquant aux consommateurs, c'est de la transparence. Moi, je demande de la transparence. Que ce soit dans nos relations commerciales. J'étais en Espagne l'an dernier pendant quelques mois. Les relations entre multinationales et distributeurs, je dis pas que pendant la négo, il n'y a pas un moment de tension, mais elles sont largement plus apaisées que chez nous. Chez nous, il n'y a plus de relations. C'est de la confrontation en permanence. C'est, comme le disait l'ancien ministre de l'Agriculture, c'est un jeu de dupes permanent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'opacité, parce qu'on nous dit, bonjour, on veut 20% de hausse. Mais pourquoi?
Parce que c'est magique. Ben non, c'est pas comme ça. Si Alors, on vient attendez. vous montrer des factures, moi je suis prêt à entendre qu'aujourd'hui, telle et telle marque ne peuvent pas baisser les prix. Mais il faut juste un peu de transparence. J'ai bien entendu que vous dites le boycott, ça sert à rien, on a besoin des marques, très bien. Exactement. On a ce soir Bruno Le Maire qui va encore plus loin dans le Figaro dans sa dénonciation de la shrinkflation. Lui dit, on va voir les déclarations de Bruno Le Maire ce soir, interview, je le disais, au Figaro. Alors ça ne concerne pas les LR comme le titre, mais ces bouteilles de jus d'orange qui contenaient 1 litre et qui contiennent désormais 900 millilitres, sans informer clairement le client, cela s'appelle voler. Voilà, c'est du vol, c'est ce que dit ce soir le ministre de l'économie, qui va donc changer la loi, qui va imposer, c'est ce qu'il annonce, c'est ce qu'il dit, qui va imposer à ces marques qui veulent faire de la shrinkflation d'informer leurs clients. Mais qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qu'on écrit sur le paquet? Changement de grammage. Nous, on le fait bien sur nos marques de distributeurs. D'autant plus que sur le jus d'orange, il y a une Nouveau explication, c'est qu'il y a une. Oui, mais nouveau on format, ça s'achemine suffit vers pas. une pénurie de jus d'orange. Hein, vous le saviez. Alors ça, c'est un autre sujet. C'est un autre Mais sujet. non, mais il y a une donc explication c'est pour le coup qui est. Mais il y a peut-être d'autres explications pour d'autres produits. Mais il faut juste, pour le coup, je suis d'accord avec le ministre, il faut juste l'inscrire et informer le consommateur. Si vous expliquez au consommateur qu'on met moins de produits pour X ou Y raison, le consommateur le comprendra. Mais le cacher et le faire discrètement, enlever 3,5 grammes. Parce que là, c'est ce qui se passe. C'est oui, sournois. Sur clairement. les glaces, on a enlevé 6 grammes. Comment voulez-vous rendre compte qu'on a Le enlevé pire, 6 c'est les grammes? Oreos. Ah oui, les Oreos, oui, absolument. ça, c'est- Oui, absolument. Les chewing-gums ou les chewing-gums. C'est- ou les chewing-gums, on Il a faut enlevé un l'ouvrir chewing-gum. pour se rendre compte. Oui, Il faut effectivement. l'avoir acheté et l'ouvrir. C'est ça. Effectivement, Hélène. Oui, non, vous disiez on achète du vide. En fait, on achète surtout de l'emballage. Alors, il y a peut-être aussi un moyen, c'est de ce qu'il y avait, puisqu'on est dans les mesures écologiques ce soir, oui. de taxer davantage les emballages pour qu'effectivement remplacer le chocolat par un carré d'emballage, ce soit plus coûteux. Il y a peut-être des mesures à prendre sur les emballages, non? Parce qu'en fait, Tous les jours, on y travaille. Et je pense même qu'il y a des lois qui vont, oui, être oui, votées non, je disais, dans les mois et les années à venir. c'est à Mais ça que c'est je essentiel. L'emballage est un vrai problème. Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'on a quand même en France le système le plus encadré de négociation de prix et celui qui est le plus inefficace, qui marche le moins. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps maintenant de Grand changer temps. cette loi? Ça fait 5 ans que je le dis sur tous les plateaux. Mais pourquoi, compris ici. pourquoi on n'y Y arrive pas? compris Il faut ici. changer le code du commerce, j'ai bien compris. Mais j'ai bon espoir avec les annonces de Bruno Le Maire. Il a quand même annoncé vouloir avancer la date de négo. Oui, mais c'est En un tout cas, one-shot. Ouais, mais il a quand même lancé une mission parlementaire pour changer les règles de négociation en France et pour qu'on revienne à des négociations comme sur la MDD finalement et comme partout. Là, on Marque a de quand même distributeur. un- Mais alors attendez, distributeur. il faut parler concrètement. Ce qu'annonce Bruno Le Maire, ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire, c'était de dire on va donc avancer les négociations qui étaient prévues au printemps prochain, parce que c'est la 1er loi. mars, normalement. Au 1er mars, on va les avancer au 1er octobre. Non, au 31 décembre. Donc, ça peut Début des démarrer. négos. Ça peut démarrer en octobre. Ça peut démarrer Normalement, en c'est du octobre. 1er décembre au 1er mars. Absolument. Là, ça serait du 15 octobre Au au 31 31 décembre. décembre. On gagne 2 mois. Qu'est-ce qu'on peut espérer au 31 décembre? Là, Des cette baisses, année. c'est évident. Des baisses. Oui, c'est évident. Et donc, on va gagner 2 mois. Mais on aurait pu en gagner 6. mais ça change pas la règle du jeu. C'est juste une avancée des Pour négociations. l'instant, ça ne change pas C'est la un règle du jeu. one-shot, Mais ouais, dans il y a un- 2 mois. On est d'accord, on est parfaitement d'accord. Mais dans un second temps, il l'a dit. J'étais dans son bureau. Il a dit, et il l'a annoncé chez vos confrères, qu'il va changer les règles, qu'il va demander une mission parlementaire pour changer les règles de négociation et pouvoir négocier tout au long de l'année, tel qu'on le fait avec les marques de distribution. Mais quand vous dites on peut espérer au 1er janvier, donc des baisses de Pour prix l'année prochaine. pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut espérer concrètement? Ceux qui nous regardent se clairement, cramponnent à vos mots ce soir, qu'est-ce qu'on peut espérer à partir du 1er janvier? Sur le premier trimestre, grâce à ces avancées de négociation, bien évidemment que les marques nationales, les prix vont baisser. Alors, pas tous. Encore une fois, il faut avec beaucoup de discernement. Il y a les céréales qui baissent. Donc, normalement, tout ce qui contient des céréales devrait baisser. Mais ce ne sont pas des baisses de 15-20%, qu'on soit clair. Mais pardon, dans les négociations jusqu'à maintenant, les marques arrivaient en vous disant désormais c'est plus 5, plus 10, plus 15, plus 20. Elles vont venir vous voir à C'est partir du sûr. mois d'octobre et vous dire écoutez, à partir du 1er janvier, on baisse nos prix. C'est comme ça sûr. que ça va se passer? Oui, ça va se passer comme ça. Pas toutes. À nous de nous batailler avec ces marques pour essayer d'obtenir les meilleurs prix possibles et les plus fortes baisses possibles. Il y a des marques qui ne pourront pas baisser parce que le produit contient 20, 30, 40% de sucre. Le sucre, pour l'instant, ne baisse pas. Il y a des produits, il y a des matières premières qui ne baissent pas. Donc il y a des marques qui ne baisseront pas. Mais de façon globale, il y aura des baisses. Et il y en a déjà depuis août, voire juillet, parce qu'on prend sur nos marges et nous, on baisse les prix dans nos magasins. Qu'est-ce qui baisse chez vous?
Il y a plein de produits qui ont baissé. L'huile a baissé de 60 centimes. Vous les avez là. Je peux vous en citer Oui, mais plein. il n'y a pas les baisses. Là, il y a 17% de baisse. C'est mal indiqué, Maxime. Bah non, il n'y a pas les baisses. Ah si, pardon, je suis bête. Regardez, là, vous les avez, les baisses. Là, il y a 33% de baisse sur le nectar multivitamine. Il y a sur le pur jus de pomme, 17% de baisse. 23% de baisse sur des goûters pour les enfants pour la rentrée. Sur le thon, tiens, moins 10% de baisse. J'ai baissé 400 prix au mois d'août. Sur le seul mois d'août, on a baissé 400 prix. J'ai pris l'engagement devant Bruno Le Maire de continuer ces baisses sur septembre, octobre, novembre et jusqu'à la fin de l'année. Soit les fournisseurs qui me livrent les marques de distributeurs, et il y en a, font les efforts et viennent vers nous avec des baisses, soit je rogne sur mes marques. Oui, alors ça, c'est pas toujours très rassurant non plus, pardon, excusez-moi, parce que les marques distributeurs, c'est des appels d'offres avec des entreprises qui vont fabriquer effectivement les produits, et là, c'est hyper opaque. Non, c'est tout sauf pour opaque. nous, c'est opaque, pour vous, peut-être pas, mais enfin, on sait pas trop effectivement comment se passent ces négociations. Alors, vous dites, on affiche moins 17, moins 15, moins 20%, sauf que si c'est des PME qui produisent, dans quelles conditions produisent-elles, avec quels produits, quelle est la qualité? Donc, c'est vrai que moi, ça me pose question, ces baisses spectaculaires, en me disant, mais comment baissent-ils les prix dans un contexte... Pardon Hélène, on peut pas se plaindre depuis tout à l'heure que les prix augmentent, qu'on nous arnaque non, machin. mais moi, Et quand Michel Biron vous annonce moins 17% sur le jus de pomme... Je veux savoir comment, je veux de la transparence, je veux savoir... Voilà. Michel Biron, La transparence, comment moi... Michel Biron vous faites engueuler ce soir parce que vous baissez vos prix, c'est bien ça. Non, Vous avez bien fait de venir. Ben, excusez-moi, J'ai mais bien fait de baisser les prix, c'est bien. Le consommateur, effectivement, mais le consommateur a aussi, du moins de plus en plus de consommateurs, un souci qui est de savoir quelle est la qualité des produits, quelle est leur origine, comment c'est Parfaitement d'accord produit, avec vous. est-ce qu'il y a de la souffrance animale, et toutes ces questions-là, elles sont importantes aussi. Donc, moins 17%, c'est avec quelle évolution qualitative? Je touche pas à la qualité. Sinon j'en sais rien. Une marque de distributeur. Vous importez quand même. Non, une marque de distributeur. Je peux faire venir les clients, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que l'inflation, parce qu'ils se désintéressent un peu plus des marques nationales et ils vont vers les marques de distributeurs. Et je peux les faire venir à travers la publicité, à travers le prix. Mais pour les faire revenir, si demain le jus d'orange que vous aviez l'habitude d'acheter chez moi, je sais pas s'il y a de la plus... souffrance animale Dans le jus d'orange, assez peu. Dans le jus d'orange. On est sûr. Hein. Vous avez, il y a un moment, il faut être juste un petit peu lucide. Le modèle d'agriculture sans aucune souffrance animale français, de la bête au pré, c'est pas etc., moins 17%. les Français n'ont pas les moyens de se le payer. Donc les prix bas, on a dit l'information. c'est de l'importation, Non, je suis c'est pas du... d'accord. Non, je peux pas. Bien sûr que non, je peux pas être d'accord. Tendre vers Bien un sûr mieux. qu'on travaille le bien-être animal. On a été parmi les premiers à vouloir apposer sur nos produits l'étiquetage du bien-être animal avec les notes A, B, C, D. Et bien sûr, quand on a des œufs de poules élevés en cage, et on en a. Mais on va les arrêter en 2025. On a pris des engagements avec les fournisseurs. On travaille tous les jours avec les fournisseurs. C'est plus cher. Ah ben ça sera plus cher, bien évidemment. Un œuf de poule élevé en plein air est plus cher qu'un œuf de poule élevé en cage. On ne peut pas avoir des prix qui se maintiennent bas, voire qui reviennent à l'état avant crise, et satisfaire toutes ces exigences. Ça Par contre, juste pour revenir sur la transparence, parce que alors, vous êtes peut-être consommatrice de marques nationales, de grandes marques. Pour le coup, expliquez-moi la transparence de ces marques-là. Mais sur la marque de distributeur, l'avantage que j'ai, c'est que je travaille avec des PME françaises qui, elles, me donnent toute la transparence. Quand ils viennent me proposer des baisses, ils viennent avec des factures. Quand ils viennent me demander une hausse, ils viennent avec des factures en me disant « il me faut 7% de hausse, voilà les raisons ». Il n'y a pas de négo. Vous sortez, vous dites OK pour les 7%. Il n'y a pas de négo quand c'est comme ça. Quand vous avez moins 17%, il y a très peu de discussions. C'est quoi quand alors on vient me montrer avec une preuve factuelle. Exactement. Oui, et c'est facile de me le prouver. C'est comment? Alors du coup, c'est moins 17%, c'est parce qu'ils ont... Ça, c'est sur ma marge. Ah. Parce que on a gelé les investissements immobiliers. D'accord. Et on dépensait beaucoup d'argent dans les investissements, dans les constructions de nouveaux magasins. 2022-2023, on a gelé, divisé par 4 en 2022, gelé en 2023, pour investir sur les prix, justement. Parce que les consommateurs, on doit leur redonner du pouvoir d'achat. Ça fait trop longtemps qu'ils subissent l'inflation. Donc oui, on a renié des points de marge. Et je le dis sans aucun... Moins de magasins, en fait, c'est ça. Moins de nouveaux magasins. Et ça nous pénalise, parce que l'ouverture de nouveaux magasins, ça fait partie de notre expansion et de notre développement de chiffre d'affaires. Ça veut donc dire que vos résultats seront moins bons cette année que les autres années?
Très, très clairement. Oui. Clairement. Ah oui, D'accord, clairement ok. moins bon. Oui. D'accord. Et c'est valable pour aussi d'autres. Je grandes ne enseignes connais pas les autres mes Qu'on sache. concurrents, mais non, je sais pas. Oui, Vous voulez qu'on parle des vous êtes pas concurrents? le seul. Non, mais je pense que vous n'êtes pas le seul. Vous êtes pas suicidaire. On va parler un On peu a de la pas le même concurrence. modèle. Non, on va parler de la concurrence. Et on va parler de la déconsommation aussi dans un instant, voir à quel point aussi ça touche vos clients chez Lidl. Simplement, Michel-Édouard Leclerc disait hier matin, me semble-t-il, qu'il fallait pas se leurrer, que certains étaient pour l'inflation. Que certains industriels, notamment, je pense qu'il y a des gens qui sont pour l'inflation. C'est le non-dit de tout ce débat. En gros, il y a des gens que l'inflation arrange. On va revenir aux grands groupes, etc. Mais quand vous vendez vos produits plus chers parce qu'il y a de l'inflation, ça fait aussi un chiffre d'affaires qui gonfle. Et parfois, ça fait aussi des marges qui gonflent. Certains profitent de la situation. Alors, je ne suis pas assez dans la politique, Maxime, pour répondre à cette question. Ça, c'est un tacle pour Michel-Édouard Leclerc. Non, mais moi, je suis distributeur et je ne m'occupe pas de la politique. Donc, bien sûr que l'inflation a profité et profite à certains. Probablement à ces grandes multinationales qui nous ont passé une première hausse l'été dernier parce qu'on a dû signer une charte, la main sur le cœur, devant Bruno Le Maire pour dire oui, on s'engage à passer des hausses, parce qu'on a repassé une deuxième hausse au 1er mars et que là, alors que les cours mondiaux sont à la baisse, on nous propose rien en contrepartie. Donc oui, je pense que certains profitent. De la même façon, quelque part, j'ai gagné des nouveaux clients parce que certains clients se détournent des marques nationales et viennent nous voir chez nous pour acheter les marques de distributeurs. Mais ça ne veut pas dire que j'ai explosé ma rentabilité. Bien au contraire, chiffre d'affaires n'est pas égal à rentabilité. Ça, il faut bien en être conscient, quoi. Évidemment. Donc quand je perds des points de marge, j'ai beau gagner quelques centaines de milliers de clients, mais je Ça perds. ne compense pas. Ah non, ça ne compense pas, non. Ça ne compense Enfin, c'est pas. pas non. le cas de tous les distributeurs. On parlait de Carrefour tout à l'heure. Je ne connais pas, je ne suis pas dans la maison Carrefour, mais Carrefour, a priori, se porte bien, d'après ce que j'ai lu. Bon, voilà, vous connaissez quand même la Je lis, concurrence, évidemment. comme vous. La déconsommation. Bien sûr. Michel Biérot, la déconsommation, à quel point est-ce que ça touche aussi vos clients? Je rappelle, le principe est très simple. Plus les produits sont chers, plus les clients, les Français, sont obligés de faire des arbitrages et donc d'acheter moins de produits. À quel point est-ce que vous le voyez aujourd'hui? Alors, nous, le rayon qui souffre le plus, Il est où? c'est Dites-moi. celui-là. Quelle page? C'est tout ce qui est hors alimentaire. Exactement, c'est le non alimentaire. C'est ce qu'on appelle l'achat plaisir. Et Donc clairement, là, c'est le grille-pain à 23 €, c'est la friteuse à 49 €, c'est qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je fais un peu de pub en même temps. Hein. les outils Parkside. Les outils Parkside avec Schwarzenegger comme nouvelle, Maxime. comme nouvelle égérie. Tout ça, c'est terminé. C'est terminé, j'exagère, mais... C'est pas terminé, mais c'est compliqué. Mm. C'est moins 20, moins 25. hein. Ah oui. Ouais, parce que c'est l'achat plaisir. Alors que dans l'alimentaire, ils vont pas arrêter de manger. Ils vont faire des arbitrages différents. Ils vont dire, j'achète plus l'entrecôte, mais j'achète le steak haché ou la volaille. La volaille, elle performe plutôt bien chez nous. Parce que c'est une protéine qui est beaucoup moins chère que le bovin ou le porcin. Exactement. Le poisson frais est en recul, en fort recul, au profit des conserves de poisson. Le thon en conserve monte très fortement. Les conserves, de façon générale, montent de façon importante. Qu'est-ce que ça change dans vos magasins, dans la manière dont vous présentez les choses et les produits aux clients? Bah, ça change rien. Il faut que je fasse plus d'efforts sur les prix dans mes produits frais, la viande, la volaille, le poisson, pour inciter le consommateur à quand même acheter une entrecôte et à se faire plaisir, quoi. Je me méfie toujours de Christophe Barbier qui regarde, qui ne dit rien depuis tout à l'heure. Ça fait quelques minutes qu'il se terre. À mon avis, à un moment donné... Oui, ces débats sont anciens comme l'humanité. Au Moyen-Âge, on comptait le blé en muit, en setier, en boisseau. Et d'une région à l'autre, d'un comté à l'autre, on trichait sur les quantités. Le boisseau valait 12 setiers, mais il en valait 9 à côté, 10 à côté, et on manipulait les prix. Et il y avait des révoltes pour ça. Donc on était déjà dans une shrinkflation du Moyen-Âge. Donc vous voyez, c'est très vieux. Et on se souvient que dans les années 50, un étudiant en marketing est allé voir un industriel du dentifrice, lui a dit « Je vais vous faire gagner 10 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois, achetez mon invention ». Il l'a acheté. Il a élargi l'orifice du tube d'un demi-millimètre. Et ils ont vendu beaucoup plus de dentifrice. Personne ne s'apercevait que la trait de dentifrice sur la brosse était plus épais et on rachetait du dentifrice plus souvent. Mais vous parliez de révolte, il n'y a pas de révolte aujourd'hui?
Il n'y a pas de révolte. Attendez, la déconsommation, c'est une forme de révolte silencieuse. Non, la déconsommation, c'est une conséquence qu'on subit. C'est pas forcément quelque chose que... Les phénomènes de boycott, ça peut être une révolte. Et les révoltes, on les a vues avec les gilets jaunes sur la hausse de l'essence. On peut en voir d'autres demain. Et les révoltes, c'était pas le cas au Moyen-Âge, elles passent par les urnes maintenant. Le pouvoir d'achat, ça a fait le jeu de qui, le pouvoir d'achat en 2022 ? Le fait qu'on n'achète plus l'achat plaisir, ça, petit à petit, ça va poser problème. On en avait déjà parlé avec les classes moyennes. C'est là-dessus que ça vient taper pour beaucoup de gens. Exactement. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal avec la frustration. Donc je ne suis pas sûr qu'il ne se passe pas quelque chose au bout d'un moment. Mais quoi ? Ça, je ne suis pas devin, mais effectivement, une forme de rébellion à un moment, parce que quand on ne peut plus s'offrir une petite chose, et là, il n'y avait pas des prix déments dans ce que vous avez annoncé, moi, je crois que quand d'un seul coup, effectivement, on ne peut consommer que ce qui est nécessaire, vital, là, ça devient problématique dans une société dite de consommation. Hein. La frustration, c'est la privation plus l'humiliation. D'autant plus que vous avez un effet cumulé. Le poids des dépenses contraintes sur les ménages, notamment les ménages modestes. Quand vous avez à peu près 16% qui est pris par l'alimentaire, le prix de l'énergie maintenant qui est 10%, le coût du logement 35%, les prix des carburants qui sont là en embuscade. On va y revenir tout à l'heure, les carburants. La bande prendra le pouvoir à 23h30. Vous avez à un moment un sentiment de déclassement, de contraintes qui pèsent de déclassement. Lourd. Le vrai mot, c'est déclassement. Et quand vous devez renoncer à ce que vous aviez l'habitude de manger, etc., en rabattre un peu sur la qualité, le sentiment est très fort et ça peut s'exprimer aussi fortement dans les urnes. Le fait de se faire avoir. Le pain est à 34 sous et encore les boulangers trompent sur le poids. C'est une phrase de Victor Hugo qui rêve en 1847 d'une révolte. On est 9 mois avant la révolution de février 48. Mais est-ce que ça, vous arrivez à ce degré à la fois de frustration, de colère et de révolte? Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous amènent à voir cela? Non, enfin les indicateurs qu'on a, c'est les ventes en unité dans chacun de nos rayons, quoi. Donc ça, on le voit et on voit clairement que le poisson descend et que les conserves montent. Donc ça, c'est très facile et ça traduit absolument tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a décidé chez nous, en tout cas, d'investir largement dans les prix. Pour justement redonner du pouvoir d'achat aux Français qui reviennent se faire plaisir. Il faut qu'ils reviennent acheter mes micro-ondes et mes lampes. C'est ça votre objectif. Bien sûr, c'est mon objectif. Il y a une bataille évidemment entre les grands groupes à coups de pub, comme celle-ci. Pub de Lidl que vous avez diffusée dans la presse ces derniers temps. La voilà. Alors je ne sais pas si on peut enlever le bandeau. Quand tous les prix augmentent, il faut pouvoir tout comparer, vraiment tout. Et vous prétendez dans cette pub être donc sur 300 produits, me semble-t-il. Oui, à peu près un panier de 300 produits. Entre 10 et 15% de mon assortiment en fonction des enseignes. 2%, donc moins cher que Lidl, en tout cas que Leclerc, pardon. Leclerc serait 2% plus cher que vous, 6,3% pour Intermarché, 9,6% pour le Système U et 12,8% pour Carrefour. Évidemment, c'est le genre de pub qui va agacer vos petits concurrents, et notamment Système U qui dit « mais d'où vous sortez ces chiffres ?» Du chapeau. Obscur comparateur de prix, dit le patron de Système U. Il y a un problème, on voit même plus Lidl là sur le dessin parce qu'il était tellement petit qu'il était caché dans derrière. pas longtemps, c'est en négatif. Oui, voilà, C'est le bandeau, C'est le bandeau. C'est le bandeau. Non. En fait, on n'est pas les premiers à avoir lancé D'ailleurs, on est plutôt les derniers à avoir lancé une étude comparative, d'accord. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait avant nous. Il y en a certains qui le font tout au long de l'année. Donc, on a cet été, enfin même avant l'été, décidé de lancer une étude comparative. Donc, quand on dit une étude comparative, bien évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'en France, comme dans beaucoup de domaines, il y a des lois qui Vous ne pouvez pas mentir dans une pub. Je ne peux pas, non seulement je ne peux pas mentir, et je ne peux surtout pas comparer des choux et des carottes. Donc je compare des choses qui sont comparables. Là où certains se disent être moins chers, ils comparent 200, 300 produits de marques nationales. Sauf que les marques nationales, je suis rarement moins cher que mes concurrents. Pourquoi ? Parce que sur une grande marque nationale, si vous êtes moins cher, très souvent, la chaîne de production s'enraye et on n'arrive plus à me livrer les produits. Bizarrement, on n'arrive plus à me livrer les produits. Quelque part, il y a du chantage. En tout cas, si je vends un petit peu moins cher, mais c'est intéressant, je trouve que les consommateurs le sachent. C'est-à-dire, si vous baissez vos marges sur une marque, sur certaines marques nationales, on arrête de vous livrer. Oui, parce que du coup, vous faites le camion se perd. Parce que forcément, je suis moins cher qu'un concurrent. Vous respectez pas. Mais qui fait ça, Michel Béraud ?
Des multinationales, mais peu importe. Ce que je veux expliquer, c'est que quand on compare uniquement des marques nationales qui représentent que 10% de mon assortiment, forcément, ça m'agace. Et donc, j'ai décidé, et c'est pour ça que le titre de l'étude comparative, c'est si on veut tout comparer, il faut vraiment tout comparer. Vraiment tout comparer. Donc, dans votre panel, dans il y les a 300 aussi des produits, il y a marques de aussi des marques de distributeurs. distributeurs. Mais pour comparer des marques de distributeurs, contrairement aux marques nationales, il faut qu'elles soient parfaitement comparables. Du Nutella, c'est du Nutella, que vous l'achetez chez moi ou chez tous mes concurrents. Par contre, une marque de distributeur, il faut qu'elle soit comparable. C'est pour ça aussi que j'ai limité le nombre de produits. On a travaillé avec un laboratoire indépendant qui a analysé chacune des références pour me dire non, celle-là, elle n'est pas comparable, donc on ne la prend pas. Celle-ci, elle l'est. Moi, j'ai mon Mais ça va laboratoire. loin, hein. J'ai mon laboratoire indépendant, c'est Olivier Dauvert, qui est l'un des grands spécialistes français, voire le numéro 1 français, qui analyse en permanence la grande distribution et qui dit oui, c'est vrai. Lidl est moins cher. Lui le voit, le constate sur les prix, etc. Oui, Lidl est moins cher. Mais il se pose une autre question, c'était de savoir mais comment vous faites pour ne pas avoir profité, malgré tout, ces derniers mois de l'inflation parce que, en fait, toutes les études le montrent. C'est Leclerc qui cartonne et qui gagne encore des parts de marché aujourd'hui, qui marche sur l'eau. C'est vous qui le dites, c'est la concurrence qui le dit. Et c'est pas Lidl. On a un modèle différent. On n'a que 2000 références dans nos magasins. Donc, d'un côté, on gagne beaucoup de clients, je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des clients qui n'avaient pas l'habitude de venir chez Lidl et qui allaient chez mes concurrents acheter des grandes marques et qui aujourd'hui se disent bah, tiens chérie, on va tenter chez Lidl. T'as vu, notre pote, il a dit que c'était quand même moins cher. Ils viennent, ils constatent les prix, ils constatent que la qualité, elle est au rendez-vous et donc ils reviennent. Et à côté de ça, on a des clients historiques, les fidèles, les très fidèles, qui se disent oh, les prix ont quand même augmenté chez Lidl. Et oui, ils ont augmenté. Je m'en suis jamais caché. L'inflation, je la subis comme tout le monde. Je peux pas dire quand un fournisseur qui me livre de la viande porcine qui a explosé ces derniers mois me dit me fait 20% de hausse. Bah ouais, je lui donne parce qu'à un moment donné, sinon je vendrai plus de viande porcine. Donc l'inflation, je l'ai subie. De la même façon, d'accord ? Je reste le moins cher, mais l'inflation, je l'ai subie. Et ces clients-là, ils se disent bah, il y a quand même moins de choix un peu chez Lidl et il a quand même augmenté ses prix. Bah, je vais aller peut-être voir chez Leclerc. Donc ça, c'est pour ça qu'on stagne. Mais il n'y a pas de... C'est Leclerc, hein. Ah, bah oui. Ah bah de toute façon, il y a Leclerc et Lidl. Non, mais pardon, je pensais que vous alliez faire de la langue de bois et dire non, mais pas du tout, etc. Non, je stagne. Non, mais vous dites en gros, on a des clients qui s'en vont chez Leclerc. Ben, si vous voulez... J'imagine ce soir Michel-Édouard Leclerc devant sa télé avec son thé et se dire tiens, je passe une bonne soirée. Ah ouais, bah bien sûr qu'il passe une bonne soirée, je l'ai dit, il marche sur l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de panique à bord, enfin tout va bien. On stagne, on n'a pas perdu un point de part de marché. Ça fait 10 ans qu'on a une croissance à 2 chiffres. Là, il y a une inflation forte, d'accord ? Notre modèle Donc vous êtes différent. en train de nous dire en fait que Leclerc, parce que depuis très longtemps, c'est vrai qu'il communique depuis très longtemps, on est les moins chers, c'est toujours nous les moins chers, c'est rentré dans la tête des gens comme une musique. Et même quand c'est pas vrai, le réflexe, si d'un seul coup ils se disent Lidl ou une autre marque de distributeur est plus cher, on va chez Leclerc, c'est le réflexe. Voilà, mais c'est la marge, pas de panique, tout va bien. On gagne des nouveaux clients tous les mois et ça va continuer comme ça. Et ça va changer. L'inflation, on a atteint le pic, on est en train de redescendre. Même si on n'arrivera pas à des niveaux d'avant-crise, mais on revient à des prix abordables et je m'y attelle tous les jours. Je baisse les prix de mes produits pour que les clients reviennent chez Lidl. Christophe Barbier. Pour rattraper Leclerc sur cette politique-là, faites de la politique. Non seulement de la communication, puisque ça paye, mais de la politique. Vous êtes un acteur de la cité, vous touchez des millions de Français tous les jours, vous devez faire de la politique, interpeller les pouvoirs, dénoncer les mauvaises pratiques, et puis aller aussi chercher sur son terrain Michel-Édouard Leclerc. C'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Votre étude comparative, c'est le début de l'ère politique de Lidl. Allez. Puisqu'on parle, encore une fois, vous dites, je m'y attelle tous les jours à ce que les prix baissent. Pour être clair, on parlait tout à l'heure de ces baisses de prix qu'on peut attendre à partir du début 2024. Quelle échéance exactement ? Non, mais les prix vont... ça va être étalé dans le temps ? Maxime, les prix vont déjà baisser. Là maintenant. On peut baisser les prix. Les distributeurs, tout le monde s'est engagé la semaine dernière. 5000 prix bloqués ou en baisse d'ici la fin de l'année. Alors les 5000, c'est l'addition, c'est pas 5000 dans chaque magasin. Hein. Déjà, j'en ai que 2000, mais c'est l'addition des engagements qu'ont pris les uns et les autres. Intermarché passe de 500 à 1000, Système U passe de... Et vous, 400, c'est combien ?
Moi, j'ai un magasin qui fait 2000 références. Je ne vais pas faire un panier de 500 ou 2000, c'est la moitié de mon magasin. Donc, c'est tout le magasin. Et moi, c'est 400 baisses de prix sur le mois d'août. Ça, je me suis engagé à le montrer au ministre. Ça va être des centaines de baisses au mois de septembre. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, tous vos produits auront baissé? Peut-être pas Non, tous. peut-être pas tous, parce que je peux pas tous les baisser, parce qu'il y a des prix que je peux pas, parce que je suis déjà Et vous un faites litre de tourner lait, par exemple, un litre. Ça aussi, je voudrais juste rajouter ça. Il faut pas. Maintenant, tout le monde veut voir les prix baisser. Il faut pas que ça impacte le monde agricole. Bien Ça sûr. fait des années qu'on se bat pour défendre leurs revenus. Il y a la loi Egalim 1, la loi Egalim 2 qui s'en est chargée. Il faudrait pas maintenant que ça leur dessert. Oui. Donc le lait, je le baisserai pas. Le porc, il faut faire attention. Pour l'instant, le porc, il peut pas baisser. Mais on est à des prix pour eux maintenant corrects d'achat avec l'inflation, justement. oui. Ou eux, au contraire, avec tous les frais supplémentaires qu'ils ont, finalement, ça n'est Non, je pense qu'ils sont. Dans votre catalogue, le porc, on est à 11,18 € le kilo. Ouais. Moi, je veux Oui, mais pas alors du vous dites porc justement, il y a aussi. à prix cassé. Je vous reprends, vous dites il y a aussi justement le pouvoir d'achat des agriculteurs, hein, c'est évidemment très important, la qualité. Et moi, ça m'interroge, quid d'une communication qui est basée uniquement sur le prix? Parce qu'on a l'impression que finalement, votre communication n'est quasiment que sur les prix. Je le répète, si la qualité n'était pas au rendez-vous, je perds tous mes clients. Contrairement aux marques nationales, vous connaissez les marques. Vous allez dans n'importe quelle boutique, vous achetez la marque parce que vous la connaissez. Et s'il y a un problème sur la marque, c'est la marque qui sera responsable. Demain, vous venez chez moi, le jus de pomme que j'ai baissé de 17%, il ne vous convient plus. Vous ne reviendrez plus chez moi et vous irez chez mes concurrents. Donc la qualité, j'ai une cuisine de 2500 mètres carrés où tous les jours on déguste des centaines de produits. Je vous y invite avec grand plaisir parce que la qualité. Ah ouais, si on peut manger. on avec plaisir. Alors là, si vous nous invitez, c'est essentiel. C'est vous qui cuisinez ou pas? Parce que Bien vous avez sûr. un restaurant. Bah, j'adore en plus, génial, j'adore ça. Bon. Une question encore, Michel Biraud, qui est en lien évidemment avec l'inflation. Ça concerne la situation des restos du cœur, en grande difficulté financière, parce qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires, parce que les produits qu'achètent les restos sont de plus en plus chers. Un certain nombre d'industriels, un certain nombre de représentants de la grande distribution ont annoncé faire un geste pour les restos du cœur. Est-ce que vous aussi, vous êtes prêts à aider les restos? Alors, il y a une réunion au ministère de l'Agriculture demain. Marc Fesneau a invité toute la chaîne alimentaire. Donc, il y a, je crois, Interfel qui sera là, l'ANIA sera là, les industriels, les distributeurs seront présents et je serai personnellement présent. Bien sûr, c'est dramatique d'avoir entendu ce message de Patrice Douret, que je connais bien par ailleurs, parce que on est aujourd'hui, Lidl, le premier ou le partenaire majeur des Restos du Cœur depuis des années. Que ce soit en dons financiers ou en dons alimentaires. C'est l'équivalent de 6 millions d'euros par an qu'on donne aux Restos du Cœur. C'est 4,5 millions d'euros qu'on donne aux banques alimentaires. C'est 3,5 millions d'euros qu'on donne au Secours populaire. Donc, on va se mettre autour de la table. Il y en a qui ont annoncé des collectes supplémentaires. Les collectes, c'est pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le problème des collectes, c'est les bénévoles. Ils ont un manque de bénévoles. Peut-être faudrait réfléchir à mettre en place, comme aux États-Unis, dans les programmes scolaires, de dire il y a 2 heures par semaine où les élèves ils vont faire du bénévolat, par exemple au Resto du Cœur ou dans les associations caritatives. Mais on va les aider, on le fait chaque année et on est un partenaire historique et très important des Restos du Cœur. Bon, je précise que le groupe Altis, auquel appartient BFM TV, RMC, SFR aussi, s'engage auprès des restos, lui aussi. Vous pouvez le faire, vous également, chez vous, en flashant ce QR code avec votre téléphone portable pour faire un don au Resto du Cœur. Un exemple, les clients SFR qui donneraient 1 euro, Altis, le groupe Altis met 1 euro supplémentaire à chaque fois. Voilà comment on s'engage. Merci, Michel Biraud. Merci à vous, d'avoir Maxime. été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau.